Nous sommes le dimanche 17 janvier 2021. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de toujours préférer votre émission Morning Live. Le 13 janvier dernier, le Front pour la restauration de la démocratie a vu le jour au Bénin. Un front composé des acteurs politiques, de l'opposition, notamment des mouvements, personnalités et partis politiques opposés au régime du président Patrice Talon. Ce front, au nom de ses exigences, le dialogue inclusif qui implique tous les acteurs politiques de tous bords. Mesdames, Messieurs, avant même la mise en place de ce front, les opposants réunis au sein d'un collectif ont fait une déclaration. À cette occasion, ils avaient demandé une assise nationale. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons revenir sur cet aspect de la chose. Un dialogue inclusif avant la présidentielle de 2021 au Bénin qui se tiendra dans pratiquement 3 mois. Mesdames, Messieurs, pour faire le débat ce matin, nous avons les acteurs politiques de la mouvance et de l'opposition comme d'habitude. D'abord, nous avons avec nous Serge Dimitri Anago Akuta, membre de l'Union progressiste. C'est bien cela? C'est bien ça. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est moi. Avec vous ce matin pour jouer dans le même camp, Juste Agnoro, membre du parti politique Moël Bénin, un parti qui soutient les actions du chef de l'État. Bonjour. Exactement. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être là. En face de vous ce matin, Saliou Akaderi. Il est membre du parti Les Démocrates, un parti qui fait partie justement de ce front-là. Vous êtes ancien ministre, ancien maire de Poubelle, bien reconnu. Vous êtes également diplomate de façon générale. Bonjour et merci d'être là. Bonjour, cher ami. Avec vous, justement, ce matin, le professeur Léon Bani Bigou. Vous êtes membre du Parti Les Démocrates également. Merci d'être... DUD, justement. Merci d'être là ce matin. Je vous remercie. Donc, vous faites partie de ce front qui a vu le jour le 13 janvier dernier. Exact. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons faire le débat comme d'habitude. Nous irons dans le fond. Mais avant, je vous invite à suivre cette déclaration. Bon, sinon, le reportage est consacré à la mise en place de ce front. C'était mercredi dernier au siège du Parti Les Démocrates. De l'opposition s'unissent en un front pour, disent-ils, finir avec la dictature du régime en place depuis 2016. La présente cérémonie qui s'est tenue au siège du Parti Les Démocrates consacre la naissance du Front pour la restauration de la démocratie, collectif de l'opposition. Plusieurs personnalités politiques et militants de l'opposition étaient présents à la cérémonie. Il nous faut maintenant l'état de nuire ceux qui nous dirigent aujourd'hui, qui ont décidé de confisquer notre pays, de le mettre aux enchères et d'être les seuls enchérisseurs pour finir partir avec tout notre patrimoine, y compris notre patrimoine de démocratie et de liberté. Le désir de notre peuple de voir les forces politiques de l'opposition regroupées, rassemblées en une force unique de synergie pour vaincre cette dictature qui s'est installée à la tête de notre pays. Ce désir est grand. Nous venons vous présenter, chers compatriotes, chers amis de la presse, le Front pour la restauration de la démocratie collective de l'opposition. Ce front qui déroulera très rapidement, à partir d'aujourd'hui même, son programme, son plan d'action pour arriver à bout de cette dictature. Aujourd'hui, le front est ici devant vous. Il est composé de quelques formations politiques. Ce front est composé des démocrates, présidé par le président Éric Bouletté. Ce front est composé également par DUD, présidé par le président Valentin Adikoudjoubé. Le front que nous vous présentons ce matin est également composé, animé, composé, enrichi par le parti GSR du président Antoine Guédou. Mais
ce front n'est pas composé que des personnalités que vous voyez ici. C'est un front que nous voulons large, une vraie union sacrée qui rassemble tous les démocrates, partisans comme non partisans, tous les citoyens qui veulent que, ensemble et collectivement, nous retrouvions notre chemin, celui que nous avons ouvert ensemble, le chemin de la liberté, de la solidarité et de la fraternité. Il est composé de beaucoup d'autres personnalités, de beaucoup d'autres partis politiques qui progressivement nous rejoindront pour que dans quelques mois, nous puissions mettre un terme à la souffrance du pays. Président du DUD et membre signataire du Front pour la restauration de la démocratie collective de l'opposition, Valentin Aditi Houdé est désigné par ses pairs pour conduire les travaux de ce front. Les membres signataires de la présente déclaration s'engagent à unir leurs forces pour provoquer, dès 2021, l'alternance au sommet de l'État et restaurer les acquis démocratiques de notre pays, le Bénin. À cette fin, le Front pour la restauration de la démocratie, collectif de l'opposition, exige l'application immédiate des arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, demandant le maintien de la Constitution du 11 décembre 1990, l'organisation d'un dialogue inclusif de tous les acteurs de la vie politique aux fins de déterminer de façon consensuelle les modalités d'une élection pacifique et démocratique. L'abrogation de toutes les lois liberticides votées au Parlement pendant le mandat du président Talon, notamment la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 modifiant la Constitution du 11 décembre 1990, la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral instituant le parrainage et la loi réglementant les droits de grève. Le respect des droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution et par les conventions internationales. Le retour de tous les citoyens béninois contraints à l'exil, la libération des prisonniers politiques, l'audit de la liste électorale permanente informatisée de manière consensuelle, la restitution et la garantie aux travailleurs de leurs acquis sociaux. Enfin, les signataires de cette convention exigent le respect strict par le président Patrice Talon de la durée de son mandat constitutionnel qui court du 6 avril 2016 à 0 heure au 5 avril 2021 à minuit. Le Front pour la restauration de la démocratie lance un appel vibrant au peuple à rester mobilisé et prêt à reprendre le cours de son destin. Merci à vous, Gauthier Cédodé, pour ce reportage consacré à la mise en place du Front pour la restauration de la démocratie au Bénin. L'actualité oblige. Avant d'aborder ce sujet, nous allons d'abord parler de cette déclaration de candidature du chef de l'État. Il a fait lors de sa tournée récemment. Elle dit qu'il est candidat pour, bien entendu, la défense de la démocratie et de l'État de droit. Saléo Akadri, vous avez suivi le chef de l'État. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle ? Merci, monsieur le journaliste. Avant de répondre à vos questions, je voudrais encore une fois vous remercier pour l'invitation adressée au front que nous représentons ici. Nous profitons de l'occasion pour souhaiter une bonne année à vos téléspectateurs et au-delà, et à l'ensemble du peuple béninois. Par rapport à votre question, la déclaration du chef de l'État hier n'est pas une surprise pour moi.
Ce n'est pas une surprise parce que depuis quelque temps, nous savions que il était dans le starting block. Il était donc sur le point de faire cette déclaration-là. Et la tournée qu'il a effectuée dans tout le pays montre à suffisance qu'il était dans la disposition de quelqu'un qui veut aller à un second mandat. Sinon, regardez, depuis 5 ans, il n'y a que quelques mois seulement, vers la fin, là, qu'il a commencé à tourner à travers le pays. Donc, pour nous, ce n'est pas une surprise. Sauf que, par rapport à la promesse qu'il a faite, le jour où il prêtait serment, d'un second mandat, d'un seul mandat, pardon, cela sonne faux. Du point de vue moral, ça pose problème. Mais il a le droit, puisque la Constitution du 11 décembre 1990 donne la possibilité de faire mandat quand on veut. Voilà ce que je peux dire. Voilà, Serge Dimitri Anago, est-ce que cette déclaration, cette annonce de candidature avait son importance quand on sait que c'est une évidence que le chef de l'État va déclarer sa candidature, comme l'a dit le ministre? Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais à mon tour présenter mes meilleurs voeux, surtout de paix et de prospérité à toute la population béninoise. Je voudrais vous dire que cette déclaration du chef de l'État a une grande importance. Une grande importance, c'est un grand événement. C'est un grand événement surtout pour nous qui sommes là à soutenir son action. Ça a une grande importance et vous avez dû le constater. Parce qu'après cette déclaration dans la commune d'Adjoum, vous avez vu les différentes étapes, les escales qui ont été opérées, je dirais pratiquement sous contrainte. Parce que le chef de l'État ne pouvait pas dépasser ses populations en joie. Ça a commencé chez moi à Commissariat, où vous avez constaté déjà au carrefour de Vali qu'il y avait une grande foule qui attendait le chef de l'État sur son retour d'Adjoum juste à côté. Quelques minutes seulement après la déclaration, c'est montrer d'abord l'importance que cela revêt pour nos populations. D'abord, c'était pratiquement une joie. Et pour nous, acteurs politiques qui sommes autour de lui, je peux vous dire que ce n'était pas aussi évident que cela. Ce n'était pas aussi évident que cela et nous y avons travaillé. On y a longtemps travaillé et c'était donc pour nous un offre de soulagement parce que ce n'était pas gagné d'avance. Il n'était pas évident que nous puissions avoir ce oui-là qui est finalement tombé à Adjoum. Ceci dit, contrairement peut-être à ceux qui pouvaient s'y attendre, comme je le dis, nous on ne s'y attendait pas. La tournée du chef de l'État ne peut pas forcément présager de ce qu'il dirait déjà oui pour un deuxième mandat. D'autant plus que cette tournée, quand bien même M. Akadi pense que depuis 5 ans, c'est la première fois qu'il est en train de le faire, je crois qu'on ne fait une tournée de bilan qu'à la fin, que pratiquement à la fin. On le fait. C'est vrai qu'on peut le faire à mi-parcours, mais le chef de l'État a choisi de se concentrer sur son travail pendant 5 ans avant d'aller vers ces populations, de parcourir les populations. C'est la toute première fois que nous voyons ça dans ce pays. Et moi, je peux vous dire, pour avoir été acteur de la tournée d'Aqua Misérité, que les populations étaient vraiment sidérées par cet état de choses qu'ils n'ont jamais vu. Et donc, c'est au thème de cette tournée, c'est après avoir écouté les populations, savoir quelle est l'appréciation donnée sur le déjà fait et quelles sont les espérances, vers quoi tourne son regard notre population. Je crois que c'est à la suite de ça, très probablement, que le chef de l'État a finalement pris la décision finale, même si peut-être il l'envisageait, je dis bien peut-être, parce qu'on pouvait déjà l'envisager quand on voit plus ou moins ce que les populations étaient en train de dire un peu. Donc, déjà, vers la fin de cette tournée, pour avoir écouté les populations partout, prendre cette décision, je crois qu'il n'y avait aucun engagement qui pouvait l'empêcher de le faire. Parce qu'on ne dit pas oui, on ne dit pas non à un peuple qui veut qu'on revienne, qui pense qu'on est le joker, parce que c'est le joker qui nous permet de continuer tout ce qui a été annoncé. Mais vous me permettrez de corriger quelque chose. Vous avez dit que le chef de l'État a dit qu'il disait oui pour se repositionner, surtout pour poursuivre la bonne gouvernance, pardon, vous avez dit l'état de droit, la démocratie,
Non, pas seulement ça. Pas seulement ça, c'est inachevé. Son cheval de bataille, c'est beaucoup plus la bonne gouvernance. Il a insisté là-dessus plusieurs fois pour dire que cette démocratie et l'état de droit, il va défendre, mais qu'il va surtout défendre et continuer la bonne gouvernance pour qu'on ne se détourne plus de ce chemin. Ok, c'est compris. Professeur Léon Bani Biobigou, vous avez certainement eu vent de cela, de cette annonce aussi. Qu'est-ce que ça a changé ou bien qu'est-ce que ça peut changer au sein de votre mouvement, de votre front? Je vous remercie. Et à mon tour, je voudrais présenter à toute la nation béninoise, au peuple béninois, à la classe politique béninoise, mes meilleurs vœux de santé, de paix, de dialogue, d'écoute. Et vous remercier pour tout le travail que vous êtes en train de faire pour des échanges d'idées. Ceci dit, on n'a pas besoin d'être particulièrement fait politique. Moi, je ne suis pas surpris du tout. Parce qu'il faut analyser non seulement le discours, le langage, mais aussi le comportement et voir, faire le lien entre le comportement et ce qu'on dit. Donc, moi, je ne suis pas surpris du tout. Et comme on l'avait dit, tout le monde est libre et c'est ce que nous voulons au Bénin, justement. Que chacun dise réellement, sans être inquiété, ce qu'il pense de X ou de Y. C'est ce que nous voulons. Donc, le président vous l'a dit pour la première fois, excusez-moi, le temps de Kérégo, ce n'est pas pour la première fois. Comme, non. Kérégo avait fait ce tour-là, l'ensemble du territoire. Et moi, je me rappelle très bien comme c'était hier, lorsqu'il a constaté ce que sur le terrain. Il dit, mais c'est comme ça. Parce que nous reprochait, un certain homme, ce qu'on nous reprochait, il ne sort pas. Il reste à côté de nous, et cela. Mais quand il a fait le tour, ça fait une sorte de déclic dans sa tête. Comme vous l'avez dit, c'est une logique. Lorsqu'on a confié une tâche, une charge, il faut rendre compte. C'est tout à fait normal. Là, il le fait. Donc, de ce point de vue-là, qu'il fasse le tour et tout. Mais, lorsqu'il y a un programme, c'est sur la base d'un programme qu'il a été élu par le et tout le monde. Et là où se trouve le problème, c'est que ceux qui étaient avec lui hier pour le porter là, est-ce qu'ils sont encore avec lui aujourd'hui? Donc le vrai problème, c'est là. Hier, ceux qui étaient, c'est soutien inconditionnel pour qu'il soit là où il est là. Est-ce qu'ils sont tous là aujourd'hui? Donc c'est des questions de fond que nous devons aborder par rapport à l'avenir, à l'actualité, à l'avenir de notre pays. Parce que personne ne viendra construire le Bénin à la place de les Béninois. Et c'est sur cette base-là qu'il faut permettre justement à chaque Béninoise et à chaque Béninois, quel que soit son statut, de se prononcer sur la question qui engage sa vie, qui engage son pays. Parce qu'il s'agit de l'image du Bénin sur le plan africain, sur le plan international. Qu'on soit pour ou contre talent, si on parle mal du Bénin, à l'extérieur, vous devez pouvoir sentir ça comme un choc. C'est en cela qu'il faudrait faire beaucoup attention. Sur le plan comportemental, sur le plan de langage. Parce que ce qu'on dit ne voit pas ça seulement au niveau de l'individu, mais c'est au niveau d'un pays, d'un peuple, qui a quand même un sentiment de à défendre. Et c'est sur cette base, ça sortit le faire, c'est son droit le plus absolu. Et là, le point. Maintenant, par rapport à cela, là où, à titre personnel, puisqu'on est en politique, ce n'est pas une question de personne. En politique, c'est quoi? Mais le respect de la parole donnée, le serment, lorsqu'on dit que je jure, ça a un sens. C'est là le vrai problème qu'il faudrait qu'on voit. On dit quoi, mais la tête froide, sans animosité. Parce que tout le monde veut du bien de ce pays-là. Pour tout le monde. Il ne devrait plus annoncer sa candidature. Mais non, c'est tout à fait normal. Est-ce que c'est un test qui l'empêche, lui, en tant que talent citoyen? Mais j'ai dit, ce qu'on a vu, on a dit serment, juré, je jure. Ça devient sacré. Et autour de ces questions-là, quand il a dit mandat unique, il y a l'action pour, il y a l'action contre, c'est qui est normal.
et aller dire, moi, ma conviction intime, c'est un engagement, faire un mandat unique. Mais si ça doit changer, est-ce que c'est peut-être de cette manière-là qu'il faut amener au changement? C'est des questions de simples, quoi. Ce n'est pas donc question de personne, non. Il a le droit, aucun texte ne l'interdit de briguer un second mandat, non. Mais le texte est là, il a juré sur un document. Et par rapport à ça, après un engagement, je m'engage devant le peuple, devant la nation, devant le monde, et que par rapport à l'application à un certain nombre d'actes, quand on voit qu'il y a là-dessus, ça fait mal en tant que citoyen, ça fait mal en tant que Béninois, en tant qu'Africain. Voilà. Est-ce que ça peut changer quelque chose au sein de votre mouvement? Parce que c'est un challenge qui... Non, mais c'est tout à fait... Mais quand on parle de la lutte politique, c'est quoi? C'est tout à fait normal. Et on attend bien d'autres candidatures. Voilà. Et c'est de tout faire, justement, pour qu'ils ne soient pas seuls, qu'il y ait autant de candidats, qu'il y ait des candidatures qui s'annoncent. Et c'est là qu'il faut aller. On va en parler. C'est clair, donc c'est tout à fait normal. Justin Nyoro, est-ce que cette annonce-là, qu'est-ce que ça apporte concrètement à la majorité présidentielle? Un ouf de soulagement, une joie immense, un bonheur intense et dense de savoir que le président Patrice Talon a voulu poursuivre la dynamique. Quand à Djohou, de sa voix gutturale aux intonations rock, de sa voix grave, il a fait retentir dans le ciel béninois qu'il allait poursuivre l'œuvre entamée. Nous avons ressenti au niveau de la majorité présidentielle, nous avons ressenti quelque chose de sensationnel. Et nous sommes fiers de savoir qu'il écoute son peuple, un peuple qui est totalement satisfait de tout ce qu'il a comme réalisation concrète. Je voudrais relever quelques aspects des interventions du professeur Léon Bani Biobigou et du ministre Akadiri. Au niveau du ministre Akadiri, j'ai relevé un lapsus. Parce que dans son intervention, il a parlé tout au début de second mandat. Non. Avant de se racheter. Voilà, il s'est corrigé. De second mandat. Ce lapsus exprime quelque chose qui sort du tréfonds de lui. Dans une étude de psychanalyse, cela s'entend. Le professeur Léon Bani Biobigou a parlé de cette possibilité que nous avons d'échanger. Il a évoqué la liberté qui prime. Mais lorsqu'on a créé le front, dans ce front et les objectifs que poursuit ce front, c'est de pouvoir stopper. Lorsque j'ai écouté l'ancien député Éric Ndete, c'est de pouvoir stopper la dictature. Mais au cœur de la dictature, est-ce que les libertés s'épanouissent? Nous savons ici que nous avons le champ pour les échanges parce que la démocratie est renforcée, la démocratie est remodelée et restructurée. Alors, je ne comprends pas fondamentalement de quoi on se plaint dans ce pays. Est-ce qu'il est permis de se plaindre? Est-ce que les plaintes sont légitimes? Je pense que le président Patrice Talon a fait une tournée de reddition de comptes. Ce fut un moment festif. À Waké, ma commune d'origine, nous avons vu la liesse populaire qui a accompagné son arrivée à Waké. Nous avons vu lorsqu'il est venu à Djohou et qu'il repartait depuis Akro-Miserete. Nous avons vu des populations qui sont venues pour l'accompagner. Ces populations sont devenues sa protection. Alors il y a des signes patents que le président Patrice Talon
est sur le bon chemin et que le peuple est décidé à l'accompagner. Alors, le peuple est sorti, mais qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous avons remarqué que le peuple est venu se mettre sur des routes que le président Patrice Talon a faites. Nous avons vu le peuple qui ne repartait pas avec des bronchites sévères parce qu'il y avait des poussières à ces carrefours à Promisérité et tout. Le peuple est venu pour contempler ce que ces impôts ont pu permettre de faire. La construction des routes. La construction des routes. Alors, pour nous, il y a déjà quelque chose de tangible. Et le président Patrice Talon a commencé à faire sa grande tournée après 5 ans de travail acharné. Ça veut dire qu'il a fait parler les faits avant de parler de ses faits. Et ça, c'est l'idéal d'un homme qui travaille. Alors, quand on travaille, il faut faire silence. Voilà, merci à vous, Justin Nyoro. Voilà, monsieur le ministre, Eladi a commencé par planter le décor. Il est rentré dans vos objectifs, dans le cadre de la mise en place de ce front-là. Concrètement, quelles sont les raisons, pour revenir sur ça, qui ont motivé, même si on a entendu déjà lors des interventions dans le reportage, certaines raisons évoquées, reprécisez-nous les raisons qui ont poussé à la mise en place aujourd'hui de ce front pour la restauration de la démocratie. Merci. J'ai suivi avec un grand intérêt M. Yoro. Agnoro. M. Ayoro, le psychanalyste, qui a trouvé à travers ce qu'il a appelé lapsus, ce qui vient de moi. Non, vous vous trompez là. Franchement, vous vous trompez parce que je redis encore une fois que du point de vue de la morale, dire qu'on va faire un mandat et changer, ça ne fait pas sérieux. Mais encore une fois, je dis, il en a le droit, puisque les textes lui permettent de briguer. Lorsque je disais tantôt que, pour moi, ce n'est pas une surprise, c'est parce que le président Talon nous a dit ici que pour être réélu, ce n'est pas le bilan qui fait réélire un président. Vous avez tous suivi ça? Ce n'est pas le bilan, ce n'est pas ses performances. Donc, s'il est allé sur le terrain, c'est justement pour solliciter et montrer aux populations que lui, il veut revenir, faire un second mandat pour que, justement, il puisse faire ce qu'il a promis dans cette interview dont je viens de parler, où il dit, on n'a pas besoin, justement, d'un bilan. Vous avez beau être mauvais, je le cite, si vous n'avez pas de compétiteur, vous êtes réélu. Mais, effectivement, c'est sur ce terrain-là qu'il faut faire le bilan. Parce que lui-même a dit, ce n'est pas les routes, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela-là, qui fait réélire un président. Alors pourquoi il va sur le terrain maintenant là? Donc, c'est par rapport aux maires qui sont sous sa tutelle, oui. Par rapport aux députés, par rapport aux partis, par rapport tout ce qu'il a dit là, il a mis ça en application. C'est sur ce terrain-là qu'il faut faire le bilan pour demander au peuple s'il veut encore lui donner un second mandat pour que ceux qui vont l'aider, si éventuellement le peuple l'accepte, eh bien, à faire un second mandat, il puisse leur faire ce qu'il a fait aux premiers qui l'ont aidé, à savoir tous les opposants, les mettre en exil, les pousser à l'extérieur. Donc, ce n'est pas sur le bilan en termes de route, en termes de... puisque lui-même dit que ça ne compte pas. Okay. Donc, je veux dire ça. Par rapport à votre question, le front a pour objectif de rassembler les acteurs politiques et les organisations de la société civile désireux de travailler ensemble
pour l'alternance en 2021 et pour la restauration de la démocratie. Pourquoi? Parce que nous avons constaté que depuis l'arrivée du président Talon, ce qui faisait le label du Bénin et qui faisait la fierté de tout Béninois à l'extérieur, cela a été complètement démoli, c'est-à-dire la démocratie. Lorsque vous prenez le préambule de la Constitution du 11 décembre 1990, troisième tiré, il a été écrit que ce n'est pas la voie de la démocratie que nous irons au développement. Et pendant 30 ans, depuis la conférence nationale, en tout cas pendant 26 ans, depuis la conférence nationale, donc de 1990 à 2016, nous avons noté effectivement que la mise en œuvre des décisions de la conférence nationale de 1990 et tout ce qui a été prévu au cours de cette conférence-là est consigné dans la Constitution de 1990. Ça a permis au Bénin, vraiment au plan interne, d'avoir la paix, l'unité nationale et puis le progrès. Lorsque je parle de progrès, chaque président qui est passé depuis 1990 a apporté sa touche pour le développement du pays. Et personne ne peut dire que au cours d'un mandat ou au cours de 2 mandats, je ferai du Bénin le premier. Non, chacun arrive et fait quelque chose. Donc que l'on arrête de dire, comme notre ami Anago a dit tout à l'heure, que c'est la première fois. Peut-être qu'il n'était pas encore acteur politique au moment où les autres présidents sont passés. La reddition de comptes, cela, non, le président Talon n'est pas le premier à le faire. Non, pas du tout alors. Donc arrêtez d'encenser et de croire que c'est le président Talon qui a tout inventé, qui a tout... Mais non, pas du tout. Pas du tout. Donc je dis que cette paix-là, cette unité nationale, et ce progrès, chacun arrive et apporte sa touche. Moi, je peux dire qu'en termes de route, en termes de distribution d'eau, en termes d'électricité, mais tous les présidents qui sont passés ont apporté quelque chose. Et je peux parler de ce que je connais. Le président Yahi Boni a fait beaucoup. Oh là là, en matière de route, en matière d'eau, en matière d'électricité. Écoutez, donc ne venez pas nous dire ici, encore une fois, moi je dis, ce n'est pas sur ce terrain-là qu'il faut faire le bilan du président Talon. Faisons son bilan sur ce que lui-même a dit. Pour être réélu, on n'a pas besoin, même si vous avez un mauvais bilan, vous serez élu parce que vous n'avez pas de compétiteur. Et sur ce terrain-là, effectivement, il a réussi. Il a réussi à affaiblir les partis politiques. Il a réussi à pousser les opposants, les vrais compétiteurs. C'est lui qui les a poussés? Absolument. Ou bien c'est des gens qui ont des démêlés avec la justice? Nous sommes, écoutez, dans quelles conditions? Donc, monsieur, je dis encore une fois que c'est justement pour mettre un terme à cette manière de gouverner là que nous avons dit au niveau du front. Nous allons nous retrouver et nous battre pour que l'alternance intervienne en 2021. Voilà, M. Anago, vous avez écouté le ministre, vous avez également suivi dans le reportage certaines interventions sur les raisons qui motivent aujourd'hui la mise en place de ce front. Concrètement, comment est-ce que vous appréciez les différents éléments qui justifient la mise en place de ce front? Merci. Merci. Non, je voudrais d'abord faire une clarification. C'est vrai que peut-être que nous, on est jeunes acteurs politiques, comme on le dit, mais quand même, nous ne sommes pas aussi jeunes que ça. Nous avons, moi, je sais depuis quand je suis la politique du Bénin, je voudrais que le professeur et le ministre puissent nous dire avec précision, tout à l'heure quand ils vont prendre la parole, quel est le président qui a fait le tour des 77 communes du Bénin en 2 mois? Le professeur avait parlé du général Mathieu Kérékou. En tout cas, je ne sais pas si c'est sous le PRPB ou si c'est Kérékou 2. Parce qu'au moins, sous Kérékou 2, j'étais déjà lucide. Et si c'est sous le Mathieu Kérékou d'avant 1990, les contextes ne sont pas à comparer aujourd'hui. Mais du tout pas. Du tout pas. Et donc,
c'était juste pour répondre à ce qui dit que ce que le président Yaïboni, le président Talon est en train de faire n'est pas nouveau et que Yaïboni en a fait pareil, il y a eu des constructions. C'est vrai. Vous savez, nous ne sommes pas là pour dire qu'aucun président n'a rien fait avant Talon. Mais nous sommes là pour reconnaître que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui est gigantesque. Et c'est ça qui dérange justement. Mais c'est ça que nous, on veut soutenir. Parce que, pour revenir à votre question, lorsque vous regardez un peu les objectifs et la ligne tracée par le Front, vous vous rendez compte que, comme l'a dit le professeur Biobigou tout à l'heure, il dit, ceux qui avaient commencé avec le président Talon, ils sont où aujourd'hui? Mais le président Talon ne veut certainement pas garder des amis sous la base des compromissions. Il ne veut pas garder des amis en faisant des concessions sur le dos des pauvres populations. Ah ben oui, il faut le dire. Parce que justement, lorsque vous êtes au pouvoir, on a dit, quand le président Talon était en train de venir, on sait combien de députés étaient en train de le soutenir. Mais on sait combien on finit par l'accompagner dans ses réformes. Parce qu'il a été bon communicateur. Les amis d'hier l'ont soutenu et attendaient peut-être simplement à couper le Bénin en morceaux. Mais s'il dit non à ça... Est-ce que ce n'est pas parce que peut-être ils ne sont pas d'accord avec sa méthode de gouvernance? Non, pas forcément, parce que vous êtes là, vous suivez les choses. Vous savez comment ça s'est passé jusqu'ici. Vous savez ce qu'on dit non. À partir de quand chacun ne connaît pas dit non. À quoi est-ce qu'on touche? Et Ins dit non. À quoi est-ce qu'on touche? Et Y dit non. Et donc, garder des amis, en fait, ça a toujours été la démocratie dont on continue de rêver l'opposition. Cette démocratie-là, qu'on a dit, a duré 30 ans, 26 ans tout au moins, mais sous laquelle les jeunes de ma génération ont continué à voir un joyau comme le porc sécréter ses recettes dans les poches des individus. Ah bon? Ben oui, bien sûr. Ça, nous ne sommes pas, on n'est pas étrangers à ça. Et voir que des pauvres populations manquent d'eau potable tout le temps. Moi, je viens d'un milieu où, à pratiquement à peine 15 km de Porto Novo, près de 70% de la population de Kadagon manque encore d'eau potable. Je vis ça. Je suis chef d'arrondissement et je vis ça au quotidien des populations qui manquent d'eau. Et lorsque je vois aujourd'hui qu'un gouvernement a pu, dans un délai d'1 an, faire tout un réseautage de presque tout un arrondissement, 3 sur 5 de cette commune d'Akwa-Missérété, pour donner de l'eau potable aux populations. Moi, j'ai bu l'eau de Marigot dans Katagon. Et donc qu'aujourd'hui, on dise non à cette démocratie qui nous empêche d'avoir de l'eau, à cette démocratie qui nous empêche d'avoir de l'éclairage public à Akwa-Missérété, comme on en a aujourd'hui. J'aurais souhaité que vous soyez là le jeudi pour voir. Quand les populations demandaient à Patrice Talon 10 ans pour l'électricité, 10 ans pour l'électricité. Professeur, il ne peut pas dire non. Donc c'est partout. Le serment, c'est une réalité. Aucun serment ne peut l'amener à être insensible à ses cris. Et je voudrais vous dire tout à l'heure que le président Patrice Talon n'a pas prêté serment sur un mandat. C'est certainement une erreur de votre part. Il a dit, lui, qu'il a fait un mandat. Non, mais le jour où il a prêté serment, ce qu'on lit, le discours du serment ne contient pas le mandat unique. Le mandat unique a été un engagement personnel de sa part, peut-être comme vous le dites, mais je dis, cela peut relever de la stratégie politique. Parce que lorsque vous annoncez peut-être votre départ, oui, nous sommes en politique, et cela peut révéler de la stratégie. Je ne dis pas que c'est le cas, mais ça peut relever de la stratégie politique si nous sommes politiciens. Il peut ne pas vouloir annoncer sa direction à ses adversaires très tôt. Je dis c'est bien possible. Donc, on ne peut même pas dire qu'il a eu tort de ne pas respecter. Mieux, même s'il avait envie. Mais je vais vous dire, moi je suis membre fondateur de l'Union progressiste. Je peux vous dire et vous confirmer qu'aucun de nous ne veut que notre joker nous lâche. Parce que c'est notre joker. C'est lui qui va nous permettre de vous battre à nouveau. Et donc, nous lui avons mis suffisamment de pression également pour qu'il n'honore pas cet engagement dont vous parlez, qui n'est pas une obligation. Non, il n'a pas cette obligation. Il appartient à un groupe politique. Nous sommes de sa mouvance. 2 partis politiques tout au moins le soutiennent fortement. Et il ne peut pas de façon isolée prendre une décision sans tenir compte de ses partenaires-là. Voilà.
On vous a compris concrètement, puisque la question, c'était sur les raisons qui motivent. Oui, non, c'est ce que je suis en train de vous dire. Les raisons, c'est qu'on s'accroche à une démocratie. Voilà. Une démocratie que leur propre... Okay. Excusez-moi de le dire. Une démocratie que le parrain, ou bien je ne sais pas si c'est le président d'honneur, a qualifié de démocratie Nescafé. Et il a ajouté que ça ne nous mènerait jamais au développement. Mais justement, nous, de cette génération, nous ne voulons pas une démocratie qui ne nous mènerait jamais au développement. Donc une démocratie qui va accepter les compromissions. Où on dit la démocratie, c'est quoi? C'est la gouvernance du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais est-ce que vous avez l'impression depuis 1990 qu'on gouverne ce pays pour le peuple? On gouverne ce pays pour les plus influents. Ceux qui sont à même de mener le trafic d'influence, de faire de la pression, de faire du chantage à un chef de l'État et de s'en mettre plein les poches tout le temps pour que les pauvres populations continuent à manquer d'électricité, d'eau, de route et tout. Voilà, donc aujourd'hui on gouverne pour le peuple. Mais on gouverne pour le peuple. Voilà. La bonne gouvernance, nous insistons sur ça. Nous. Ok. Professeur, dites-nous les objectifs de ce front concrètement. Non, je vous remercie sincèrement et c'est ce qui est intéressant. Là. Je dis c'est ce qui est intéressant. Vous voyez, lorsque on arrive à une position de chef de l'État, d'abord le citoyen, il est à ce niveau-là. Ce qui sort de sa bouche, la même chose peut sortir exactement de la bouche d'un citoyen ordinaire, ce n'est pas la même résonance. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, si on veut faire une analyse profonde, ça confirme quoi? Ça pourrait confirmer pour dire que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. C'est là qu'il faut faire beaucoup attention. Le président Patrice Talon, président de la République, je parle de citoyen Patrice Talon. Et c'est en cela lorsqu'il dit de ma parole. C'est comme un roi, un chef qui dit c'est lui qui est la référence. Et que à ce niveau-là, qu'il y a les défaillants, il faut faire beaucoup attention par rapport à cette question-là. Voilà. Ça, un. Deux, pour les réalisations, et nous sommes d'accord tous par rapport à ça, d'hier à aujourd'hui, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, chaque chef d'État par rapport au temps dont il a disposé a essayé de faire quelque chose. Parce qu'il a au moins trouvé un pays qui est là. Ça là, c'est clair et c'est net. Deuxièmement, notre erreur, très souvent d'hier à aujourd'hui, c'est de croire que lorsqu'on arrive, tout ce qui a été fait, on peint ça en noir. C'est l'erreur à éviter, ça. Oui, le pays avance, parce qu'on a trouvé un pays. Et faire beaucoup attention, par rapport à un certain nombre de comportements, de langage. C'est pour cela que tout acteur politique, sa préoccupation d'abord, c'est de connaître le passé de son peuple, la sensibilité de son peuple. C'est extrêmement important. Et c'est en cela que, par rapport à certains comportements, par rapport à certains langages, et j'ai l'habitude de le dire, je le répète ici, j'ai dit le Bénin est un champ de haricots. Personne ne peut se cacher là, dans un champ de haricots. Si quelqu'un veut se cacher, il faut qu'il aille en forêt. Les réalités, on le constate. Oui. Mais donc, à partir du moment quand c'est l'héritage, quand quelqu'un vient, c'est de voir quelles sont les insuffisances de et qu'il faut corriger. Et qu'est-ce qu'il faut apporter en plus, ainsi de suite. Oui, justement, aujourd'hui... Attendez, je viens s'il vous plaît. Et à partir de ce moment-là, lorsque tout ce qui vient de dire, on a vu que tout ça nous a tout de la brousse. On a vu ce que chacun a pu faire. Un vrai bilan, c'est de dire, voilà, et tout le monde le constate, quand j'ai pris le pays, voici à quel niveau j'ai pris le pays. Et voici à quel niveau je l'ai amené aujourd'hui. C'est clair. Et d'autres viendront. Et c'est là où le vrai problème, c'est de faire en sorte que la compétition soit ouverte. J'ai dit bien que la compétition soit ouverte. Lorsque le président Talon, au cours de cette tournée, en présence de ses cadres, il a sorti un certain nombre de propos, puisque c'est devant les populations, des voleurs, des détourneurs. Mais dans le même temps, il y a des structures, non, quand on dit que c'est un voleur, et on n'a pas entendu qu'il a porté plainte contre tel ou tel. Mais c'est des questions sensibles, voilà. Ça. Vous voyez, oui. Et ça vous pourra dire quoi?
par rapport à la gouvernance au niveau du front, l'inquiétude, c'est quoi? L'inquiétude, c'est le risque de remise en cause de l'unité nationale. Il faut bel et bien, faisons tout pour sauvegarder l'unité nationale. Il ne faut pas déstructurer la société béninoise. C'est le danger, ça. Et donc, tous ceux qui diraient au président Talon, notre président de la République, vous avez tel langage, vous posez tel comportement, ce n'est pas dans le sens de renforcer l'unité nationale, ce n'est pas dans le sens de renforcer la cohésion nationale. Et tous ceux qui vont dire, allez-y, c'est vrai, tout beau, et tout ça là, ce n'est pas toujours des gens qui le font du bien. Et c'est en cela qu'en parlant de l'opposition, ceux qui disent que par rapport à tel et tel acte, dans notre analyse à nous, peut se tromper, disent nous ne sommes pas d'accord. C'est en cela que sur le dialogue politique en question, Dieu n'est pas allé. On a été invités en bonne et due forme. Et nous avons répondu en bonne et due forme. On a fait des analyses et tout, et on n'est pas allé. C'est ce que nous voulons au Bénin, que chacun puisse s'exprimer de sa position où il est, de ce qu'il connaît du pays, du rêve qu'il a par rapport au pays. Et c'est ensemble que nous pouvons bâtir ce pays-là. Et c'est en cela que nous disons, ceux qui ne sont pas d'accord avec un certain nombre de pratiques qui vont dans le sens de la tentative de remise en cause de notre mieux vivre, de notre vivre en commun, en solidarité, nous disons qu'il faut combattre tout acte qui peut aller dans le sens de la division des populations, de créer des frustrations. Oui. Ce combat-là, comment est-ce que vous allez le mener, puisque ça fait partie des objectifs? Écoutez, vous le savez, on est en politique, ne nous demandez pas, des ateliers. Voilà. Et le combat, c'est par rapport à notre option. Notre vision, une fois que vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec ceci, c'est que justement, vous avez une solution pour que ça aille mieux. Voilà, M. Agnero, vous avez écouté, ils veulent vraiment empêcher que le pays soit décousu, si je paraphrase un peu. La déstructuration, il faut éviter. Justement, comment est-ce que vous jugez un peu ces objectifs-là? Bon, le front de la restauration de la démocratie. Quand j'entends le mot front, ce que je comprends, c'est qu'il y a un idéal commun qui est défendu. Pendant votre présentation tout à l'heure, des membres des partis qui composent ce front, on a parlé des démocrates, on a parlé de DUD. Je ne sais pas pourquoi il y a encore cette disparité. Lorsqu'on parle de ce front de la restauration de la démocratie, pour moi, il faut véritablement qu'on puisse aller vers une unité organique. Il ne s'agit pas d'une unité mécanique. Il ne s'agit pas de juxtaposition d'ego. C'est ce que je lis à travers la création de ce front. Même quand on voit les figures qui composent ce front, on sait bien qu'il s'agit de personnes, comme dirait Raoul Folero, de personnes qui veulent vivre côte à côte, mais pas vraiment ensemble. Ah bon? C'est ce que je remarque à travers cela. Ils ont parlé de l'unité nationale, mais ce qu'il y a lieu de faire, c'est de sauvegarder l'unité au niveau du front. Et pour moi, c'est quelque chose qui est encore lointain. Ils ont dit qu'il n'y a pas d'unité au sein Parce qu'on a vu tout à l'heure, quand vous avez parlé des démocrates, que le professeur Biobigou a insisté sur le fait qu'on parle de DUD. Non, alors, je l'ai mal présenté. Je l'ai présenté en tant que membre des démocrates. Il a précisé qu'il est du DUD, justement. Voilà, c'est une erreur de ma part. Cette unité nationale, il faudrait qu'on retrouve cette unité au sein du front qui est créé. Et ce n'est pas évident lorsque je regarde les personnages qui composent ce front. Lorsque je reviens sur ce qu'a dit tout à l'heure mon ami Serge, en relevant qu'il s'agit de la démocratie Nescafé, qui ne nous conduira pas au développement. Voulons-nous une démocratie qui fasse la courbette à la pagaille? Voulons-nous une démocratie qui fasse la courbette
à l'anarchie. La démocratie, ce qui enrichit la démocratie, c'est l'ordre. Ce qui enrichit la démocratie, c'est la discipline. Et aujourd'hui, je pense que ce sont des acquis qui sont certains dans notre pays, le Bénin. On a parlé tout à l'heure des réalisations que les anciens présidents ont pu faire. Mais permettez-moi de dire... Si vous permettez, on ne va plus trop s'attarder sur ça puisque le temps évolue. Oui, non, mais on en a parlé tout à l'heure. Ils ont dit que chaque président... Justement. Oui, ils en ont parlé. Permettez-moi de rebondir là-dessus. Oui, allez rapidement. Alors, donc, on a parlé donc, de ces... Il y a une différence notoire entre le mode de gouvernance. Et le président Patrice Talon a dit que ces 5 ans de bilan, c'est véritablement 5 ans de bonne gouvernance, d'assainissement des finances publiques. Alors, nous avions, par le passé, des routes faméliques, des routes rachitiques. Hein, on dirait que ce sont des farines qu'on a mises sur ces routes-là. Mais aujourd'hui, nous avons des routes... Spécialiste de la construction des routes. Nous avons, quand tu prends l'axe Dassa-Parakou pour le travail qui est en train d'être fait, l'axe Dassa-Bassila pour le travail qui est en train d'être fait, nous avons des routes trapues, nous avons des routes dodues qui vont résister à l'assaut du temps. Alors, il s'agit là d'un travail, il ne s'agit pas de faire, il s'agit de bien faire. Okay. On aura le temps de constater ça. Voilà, et la recherche de perfection avec le président Patrice Talon qui dit que son gouvernement et lui travailleront jusqu'à épuisement. La recherche du travail bien fait doit être encouragée et c'est pour ça que la dynamique doit continuer. Voilà. Monsieur le ministre, on va évoluer dans le débat. Tout à fait. Parce que dans vos revendications, vous avez parlé du dialogue inclusif. C'est ce qui est plus important. À l'heure actuelle, on est à quelques mois de la présidentielle. Vous demandez un dialogue à l'heure là. Concrètement, pourquoi faire? Merci beaucoup. Je vais répondre à votre question. Mais permettez que je dise rapidement, monsieur le ministre. Au psychanalyste qui fait des consultations à distance par rapport à ce qui se passe à l'intérieur donc des formations politiques, notamment le Front. Écoutez, nous on n'a jamais... Oui, c'est à distance. Vous affirmez, s'il vous plaît. Il a la parole. Vous faites des affirmations gratuites. Non, pas du tout. Et puis, ce n'est pas des gens qui ne se connaissent pas. Ils ne sont pas allés... Non. Écoutez, parlez de ce que vous savez. Monsieur Anango, le maire Baous serait en train de vous suivre maintenant, qui va se dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Surtout par rapport à l'eau. Il a été maire au moment où moi j'ai été maire. Et par rapport à l'eau, je sais que dans ces redditions de comptes, on connaît le degré de satisfaction en matière d'eau. Mais encore une fois, je vous dis, je vous conseille, chacun est dans son rôle là. Vous pouvez dire, et personne n'a rien fait avant le président Patrice Talon. On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit ça. S'il vous plaît. Oui, mais vous avez dit qu'il est le seul qui a fait le tour, ceci, cela, là. Peut-être que les autres, lui, il a fait d'un seul trait. Les autres l'ont fait de façon séparée. Et oui, je fais telle commune aujourd'hui, je fais pendant leur mandat, mais dire qu'il est le seul à avoir circulé, c'est une insulte et je ne peux pas accepter ça. Voilà, maintenant, compris. par rapport à nos revendications, mais vous savez, quand vous faites le constat que ça ne va pas et que vous voulez que ça aille, vous vous adressez à qui de droit pour créer un cadre de concertation pour qu'on mette sur la table de discussion les problèmes, les sujets qui fâchent. Et au nom de ces sujets, nous avons dit que par rapport à la décision de la Cour africaine qui demande l'annulation donc de la loi de 2019-40 du 7 novembre 2019 et la 2019-43 qui parle donc relatif au code électoral qui contiennent des dispositions chrysogènes. La question du parrainage, la question de la vice-présidence, en cas de ceci, en cas de cela. Des choses qui peuvent apporter des troubles post-électoraux. Nous disons qu'il faut qu'on s'asseye et qu'on voit ensemble. Vous pouvez comprendre que l'on aille à une élection et espérer la transparence avec une liste électorale qui a été élaborée par un seul camp. On ne peut pas accepter ça. Nous ne pouvons pas accepter. C'est pour ça que nous avons dit qu'il faut qu'on crée le dialogue et qu'on s'asseye et qu'on regarde pour voir comment sauter ça là. Le parrainage, nous en parlons parce que quoi? Ce n'est pas le principe du parrainage qui pose problème. C'est que c'est les conditions, justement, d'obtention de ce parrainage-là. Les parrains, c'est qui? C'est les maires et c'est les députés.
à l'Assemblée aujourd'hui, l'Assemblée monocolore, il n'y a que des députés de la mouvance. Et au niveau des maires, l'opposition, en tout cas que nous représentons, nous ne contrôlons aucune mairie. Donc on est obligé maintenant... Alors on se rend compte que nous nous acheminons vers une élection non inclusive. Et ça, le peuple ne va pas accepter ça après ce qui s'est passé aux législatives en avril 2019 et puis ce qui s'est passé au niveau justement des élections communales où au cours, pendant que les élections étaient en cours, on introduit la loi rectificative qui permet de faire ceci, faire cela. Là. Ça, là, on ne peut plus. C'est pour ça que nous disons, dans l'intérêt du peuple et pour préserver la paix et l'unité nationale dont nous parlons là, il faut qu'on s'asseye. Qu'on s'asseye parce que il n'est pas tard donc, de trouver un consensus entre l'opposition et le pouvoir pour que les élections se déroulent de façon transparente et de façon apaisée. Voilà. Élection inclusive. Voilà, M. Anago, est-ce qu'il n'y a pas de bonne raison aujourd'hui de tenir ce dialogue inclusif-là, si tant est qu'on veut de la paix pendant la présidentielle à venir? Merci beaucoup. Je crois que tout à l'heure, j'ai entendu le professeur Biobegou dire qu'au dialogue passé, le DUD était absent. C'était pareil pour les démocrates. Hier, FCBE. Il y a une partie de FCBE qui était à ce dialogue et il y a une autre qui a refusé. Je trouve un peu étonnant que des personnes qui, dans un passé très récent, ont demandé un dialogue, qui est venu, qui ont fait la politique de la chaise vide, puissent à nouveau, à chaque veille d'élection, je ne sais pas si vous avez fait attention, l'opposition demande un dialogue. Un dialogue auquel beaucoup d'entre eux avaient déjà fait la politique de la chaise vide, étaient déjà absents. Mais dialoguer, mais bien sûr, j'ai dit vous étiez absent, il y a eu un dialogue. Et c'est au cours d'un dialogue. Il y a certainement des raisons. C'est au cours d'un dialogue, mais bien sûr, justement, d'accord, mais les démocrates n'étaient pas encore nés. S'il vous plaît, vous voudrez bien, je dis, les démocrates, ceux qui sont aujourd'hui démocrates ne sont pas tombés de masse. Ils étaient là, ils étaient dans la même opposition avec autre casquette. Et on leur avait demandé. Il avait été appelé au dialogue de tout le monde. Ils y étaient absents. Le professeur a été honnête tout à l'heure en disant qu'eux, ils n'ont pas participé. Maintenant, qu'on revienne encore à chaque fois sur ça, est-ce que ce n'est pas une politique, une manière de nous distraire pour ne pas participer à la compétition parce qu'on se s'est déjà battu d'avance? Parce que les raisons évoquées, voyez-vous, quand nous parlons des lois sur lesquelles on veut qu'on revienne, des lois qui ont été conçues, qui ont été données à la population par le législateur. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, on a vu les contestations, on parle d'assemblée monocolore, on parle de... Mais vous savez, c'est des fuites en avance. C'est des fuites en avance parce que les réformes tant décriées aujourd'hui, qui ont donné l'assemblée dite monocolore, mais ces réformes-là ont été opérées, votées par une assemblée où Patrice Talon, à son arrivée, n'avait même pas 6 députés. S'il vous plaît, soyons conséquents envers nous-mêmes. Quelqu'un qui est venu au pouvoir, pour qui vous ne pouvez même pas dénombrer 10 députés sur 83. Il vient, il parvient à expliquer, à faire passer par ces réformes par des élus du peuple. Qui ont voté? Nombreux sont ceux qui ont voté ces réformes et qui après se rangent de l'autre côté. Pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que justement, on veut continuer à avoir les partis politiques de chantage. Contrairement à ce que le professeur Biobegou prône, c'est-à-dire l'unité nationale, on veut avoir des partis politiques de région. On veut continuer à avoir des partis politiques de département. Entre celui qui fait la réforme, pour avoir un parti politique désormais, nous devons avoir des partis politiques assis du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et ceux qui prônent plutôt que nous soyons dans de petits ensembles, qui se mettent à l'écart de ce qui est en marge de ce qui se fait comme réforme,
qui prône l'unité nationale. Je crois que c'est ce que nous faisons aujourd'hui, qui prône l'unité nationale justement, mais qui amène beaucoup plus le peuple à contrôler de manière durable ses gouvernants. Nous avons décrié tout le temps. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas être candidat si des politiques ne vous cautionnent. Si des politiques, dans leur majorité, ne s'asseyent pour dire, dans une certaine marge, oui, vous pouvez y aller, vous avez notre caution. Mais ça, c'est nous tous qui avons décrié ça. Depuis hier, les candidatures fantoches, où des gens montent sur les médias pour aller nous distraire en période électorale. Vous avez parlé de l'image du Bénin. Ça aussi, c'est l'image du Bénin. Donc, moi, je voudrais vous dire, j'ai dit tout à l'heure, quand on a dit que le président Patrice Talon a dit que la meilleure manière de faire truc là, c'est de contrôler et qui contrôle ses adversaires. Il a envoyé des gens en exil. Le président Patrice Talon n'a jamais dit que c'est sur ça qu'il veut juger. Il a dit que c'est la pratique jusque-là. Que pour se faire réélire, aucun chef d'État ne se préoccupe du développement. Il ne se dit pas, si je construis bien, la population va me ramener. Tout le monde a toujours fait du saupoutrage, prendre l'argent de ce pays pour s'acheter les grands électeurs et tout, et maintenir la population peut souffrir. Que lui, ce n'est pas ce qu'il souhaite. Mais tout le monde a commencé par prendre ça à chanter pour dire, mais il a dénoncé. Il n'a pas dit que c'est ce qu'il veut faire. Okay, et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, il a pris le risque, contrairement à ce que vous avez dit, ceux qui l'ont amené, il aurait pu continuer à leur dire, oui, venez avec moi, prenez le port, prenez ceci, comme ça se passait hier. Il a dit, non, je veux travailler pour ce peuple. Et il a fait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est allé écouter ce peuple pour voir si, cette fois-ci, on veut lui redonner un nouveau mandat sur la base du travail et non sur la base des grands électeurs qu'on aurait maintenus en léthargie, comme vous avez dit hier. Non, il a pris le risque. Et c'est justement pour avoir pris ce risque-là, pour avoir introduit cette pratique, cette manière de faire dans la politique béninoise, que nous, on dit, c'est ça qui va faire école. C'est pour ça que nous, jeunes générations, nous allons nous battre désormais. On va faire en sorte qu'un chef d'État désormais puisse courageusement, parce que tout le monde le dit, quand vous écoutez les opposants, dans nos débats, on nous dit souvent, non, il sera battu, la population va, la population bat, on ne trouve rien. Aujourd'hui, ils sont en train de fuir parce que cette même population qu'on a dit hier, qu'on a manipulée, on a chassé, elle s'est rendu compte que le monsieur est là, a empêché que nos frères soient détournés. Ça ne nous dérange pas qu'ils disent, moi je suis politicien, mais ça ne me dérange pas qu'ils disent que beaucoup volent. On le dit pour que ça ne continue pas. Et donc aujourd'hui, ce discours se tienne. Que nos populations sachent que désormais, on gouverne en ne se protégeant pas entre grands détourneurs, mais qu'on gouverne en mettant l'accent sur le minimum qu'il lui faut. Et que c'est sur cette base désormais, que c'est lui, cette population, elle, cette population qui va dire « reviens s'il te plaît ». Et non les grands électeurs qui bon, on en a pour nos comptes, hein. Tu peux revenir que la population le veuille ou pas. C'est à ça que nous voulons que vous nous aidiez, professeur, à mettre fin. Voilà, donc la tournée, c'était pour écouter si le peuple veut lui accorder encore un nouveau mandat. Okay. Professeur, concrètement, si le gouvernement n'organise pas ce dialogue, qu'est-ce qui va se passer? Non, justement. C'est pour ça que je dis ce Bénin-là, personne ne viendra le construire à la place des Béninois. Si on parle de 90, c'est parce qu'il y a une histoire. Chacune des Béninois, par rapport à sa position, sait, comprend, lit les non-dits qui déterminent un certain nombre de choses. Et on lit les actes à la parole. Est-ce qu'au Bénin ici, il y a quelqu'un qui a été contre la réforme du système partisan? Non. À partir du moment où on s'est entendu qu'il faut réformer le système partisan et qu'il y a des textes clairs et nets, sur la base de quoi, au niveau de l'application, il doit y avoir une sorte de hiatus qu'on donne à qui on veut. Non, on est au Bénin là, c'est pas à peine qu'on se mente là. On donne à qui on veut. Non, on n'a plus les formalités. On crée des problèmes pour cela, non. Nous sommes au Bénin là, c'est pour ça que j'ai dit le Bénin est un véritable champ de haricots. Il y a un véritable champ de haricots où personne ne peut se cacher là. Une fois que on se met d'accord pour la réforme, on met des systèmes en place, alors qu'on laisse appliquer ce qu'on a dit. Et c'est là que je dis un défi. Je dis donc, si réellement on veut que la paix règne dans notre pays, qu'il n'y ait pas de crise, qu'on ouvre les compétitions sur des bases claires et nettes. Et pour ça, là, que ça soit clair et net, qu'on s'asseye et qu'on s'écoute.
S'il n'avait pas eu la confiance de 90, où est-ce que le Bénin sera aujourd'hui? C'est lorsqu'on atteint un niveau donné qu'on appelle de confiance, on dit il faut qu'on s'asseye, qu'on s'écoute. Ce n'est pas parce que lui, il est de l'opposition. Non, ce n'est pas question. Tout le monde est appelé à apporter sa contribution pour la construction de ce pays-là. On le sait très bien. Alors, ça pour dire que quand on risque un danger, quand on voit un danger venir, il faut dire faisons attention. Écoutons-nous. Et ce dialogue, pourquoi on n'est pas allé, je vous l'ai dit. Mais parce que le niveau de ce dialogue-là, par rapport à la crise, par rapport à ce que nous connaissons, danger qui guette le pays. Non, est-ce que vous, il y a quand même des partis de l'opposition qui visiblement sont en termes de débat politique, je dis bien en termes de débat politique, on tient compte de tout, de l'évolution des mentalités, des comportements. Ça c'est clair et c'est net. À partir du moment où on a eu les tests pour former des partis politiques et que les gens ont rempli les conditions. Et réellement, on a constaté que, bon, on a empêché. Voilà. Quand même, il y a... Maintenant, ceux qui ont leur récépissé, je vais prendre par exemple l'exemple du financement des partis politiques. Tout le monde a salué cela. Je dis bien tout le monde a salué cela. Mais est-ce que tous ceux qui ont les partis politiques autorisés par l'État, par le gouvernement, qui ont leur récépissé par rapport à l'accès au financement public, et alors, pourquoi eux, certains en ont droit et d'autres n'en ont pas? Voilà. Est-ce que c'est une manière de consolider l'entente à ce niveau-là? On a les partis qui ont crié, et tout le monde salue sur la réforme, pour qu'on réduise mais une fois que vous avez votre récépissé, par... Au nom de quel principe certains en ont droit et d'autres n'en ont pas? Non, il s'agit du respect des principes qui conduisent à l'obtention quand même de ce récépissé. Non, mais bien sûr, les principes, il y en a, j'ai dit dès le bien, mais nous sommes des acteurs politiques, non? Voilà. C'est tout le monde qui sait comment, on se connaît au Bénin là. Donc, à partir du moment où les gens ont rempli leur récépissé en bonne et due forme, pour accès au financement, justement. Il faut corriger un certain nombre de déviances et tout le monde est d'accord, tout ce qui est déviance, il faut corriger et renforcer un certain nombre de choses, mais pas de façon discriminatoire. Ok. Concrètement, aujourd'hui, le débat, c'est dans l'organisation de cette élection, puisque vous avez dit qu'il faut aller forcément au dialogue avant cette élection-là. Quand même, les conditions sont aujourd'hui visiblement flexibles parce qu'on entend le gouvernement et même des élus, ceux qui détiennent ce sésame-là, le parrainage, disent qu'ils sont quand même disposés à parrainer n'importe quel candidat. Bon, d'accord. Bon, mais nous attendons là, que ça soit ouvert, que le jeu soit ouvert, c'est tout. Okay. Non. Pour qu'il puisse répondre à cette question-là. Vous aurez dans un instant la parole, on va écouter M. Agnero. Et je trouve que c'est intéressant de souhaiter le dialogue. Mais je voudrais que nous soyons conséquents envers nous-mêmes. Et que les moments de dialogue ne soient pas des moments de perte de temps. Lorsqu'on souhaite le dialogue et qu'après on se désiste et qu'on ne participe pas au dialogue, à quoi cela correspond véritablement? On parle de dialogue inclusif. Au-delà du dialogue qu'on peut avoir dans le salon du président, le meilleur dialogue à faire, c'est que les acteurs politiques puissent échanger avec notre loi fondamentale, avec le code électoral, avec la charte des partis politiques. Nous entendons parler de la conférence des forces vives de la nation en 1990. C'est intéressant. L'histoire nous permet de programmer de façon sérieuse l'avenir. Mais reconnaissons en même temps que la formule de Jean Pliat, selon laquelle il faut tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Mais l'ancienne corde est-elle suffisamment solide? Mais Jean Pliat a répété et a dit que la construction de l'avenir exige aussi la destruction de certaines reliques du passé. Nous avons eu un passé pénible par rapport au respect de la chose publique. Et aujourd'hui, le président Patrice Talon vient incarner la force de l'État. Paul Valéry l'a dit, si l'État est fort, il nous écrase. S'il est faible, nous périssons. Alors,
il faut faire un choix conséquent. Et le président Patrice Talon, dans sa perspective, est en train de mettre en place tout ce qui avait été dit. L'ancien député Éric Ondete avait parlé du parrainage, mais cela est resté verbal. Mais le président Patrice Talon, étant habité par un pragmatisme fécond, étant toujours dans l'action, est venu acter cela. Et en voulant mettre en place ce parrainage, parce que le rôle de chef de l'État inspire respect. Pour être chef de l'État, il faut de la crédibilité. Et le parrainage permet de pouvoir te donner cette crédibilité. Mais vous avez parlé des députés. Les députés disent qu'ils peuvent parrainer tout un autre candidat. Ils l'ont dit parce que les autres candidats peuvent proposer des projets de société qui soient très riches, qui viennent conforter le projet de société du candidat auquel ils pensaient. Mais quel est le projet de société que le Front ou les partis d'opposition, dits d'opposition, ou ces partis mettent en place? Quel est le programme de société que ces partis mettent en place? Quel est le projet de société que ces partis défendent? Mais nous voyons plutôt qu'il s'agit souvent d'invectives, qu'il s'agit d'attaques. On n'a pas en face... On n'a pas encore peut-être l'occasion de constater, ou bien de voir leur projet de société. On n'est pas encore en campagne. Non, on n'est pas en campagne, mais déjà, on peut véritablement donner quelques signaux pour qu'on puisse nous prendre au sérieux. Il n'y a pas de signaux. Et on a vu déjà ceux qui sont en train de nourrir l'opposition aujourd'hui, on les a vus à l'œuvre. Le ministre parlait tout à l'heure d'affirmation gratuite. Non, on les a vus à l'œuvre. On a vu leurs résultats. On a vu ce qu'ils nous ont apporté. Et aujourd'hui, nous voyons la métamorphose et la transfiguration dans le pays. Quand nous venions tout à l'heure, les nids de poules, on n'a pas eu droit à ça. Vous l'aviez déjà Voilà. dit. Alors, mais concrètement, oui. En réalité, quand on suit les membres de ce front, ils ne sont pas contre le parrainage. Oui. Mais peut-être la manière de l'obtention et surtout de ce qui a donné droit à ce parrainage. Est-ce qu'ils n'ont pas raison quelque part? Quand on sait que, bien, on peut se dire, puisque aujourd'hui, ceux qui détiennent le parrainage sont pratiquement de la majorité présidentielle, est-ce qu'il n'y a pas risque que le gouvernement peut-être impose un candidat à ceux-là qui sont de l'opposition? Parce que si un candidat peut-être qui n'est pas favorable, bien dans la tête ne plaît pas au régime actuel et aller demander du parrainage, est-ce qu'on ne peut pas lui refuser cela et peut-être autoriser à ceux qui détiennent ce sésame-là de parrainer quelqu'un qui peut-être le gouvernement accepte? Au niveau des maires, on a l'opposition. Les FCBE, à moins que vous les mettiez... Ils ont 6. Oui, mais ça existe, cette opposition. Ça existe. Alors, on parlait tout à l'heure du fait qu'on distribue des possibilités ou des opportunités à des partis, mais on n'en a aucune preuve. Alors, parlons de ce que nous maîtrisons. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure dans mon intervention que un parti, les députés et les maires peuvent adopter le projet de société. Parce que pour aller vers le parrainage, il faut bien dire ce que tu veux faire pour que le pays puisse connaître un changement qualitatif. Mais il peut, en t'écoutant, voir que ce que tu proposes comme projet de société est en train de booster le projet de société du candidat qui était prévu. Alors moi, je trouve qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Parce que ceux qui doivent aller au présidentiel, ils ne sont pas tenus d'appartenir à un parti politique. C'est ce qu'ils disent qui doit convaincre et qui doit susciter le parrainage. Et j'aime donner cet exemple. Nous aimons bien les parrainages à l'église pour nos enfants, pour certifier que ces enfants sont dans la Renaissance. Mais pour le baptême électoral, pourquoi ce parrainage nous pose problème? Alors, c'est la question de l'idée que le candidat a à défendre qui doit épater celui qui est appelé à donner le parrainage. Parce qu'on doit donner le parrainage à quelqu'un qui inspire respect, à quelqu'un qui peut asseoir une crédibilité dans sa façon de défendre le programme qu'il a à mettre en place. Donc quand on dit tout à l'heure que nous commençons à parler de projet de société alors que les campagnes n'ont pas commencé, mais on a besoin de savoir la vision qu'un candidat porte
pour pouvoir susciter le parrainage nécessaire et l'accompagner. Monsieur le ministre, voilà, on vous a écouté, vous prônez la paix, vous dites que vous voulez de l'unité nationale. De l'autre côté, jusqu'à présent, on ne voit pas encore les prémices, disons, d'une certaine flexibilité à accepter votre doléance aujourd'hui, le dialogue inclusif dont vous parlez. Concrètement, si cela n'a pas eu lieu, comment est-ce que vous pensez vous organiser pour pouvoir aller ou bien ne pas aller ou préserver la paix de façon générale? Merci beaucoup. Je disais tantôt que par rapport à la question du parrainage, ce n'est pas le principe que nous refusons. Puisque certains membres, comme l'a dit M. Ayoro, quand ils étaient membres de l'opposition, quand ils étaient à l'Assemblée, ont participé à ce débat-là. Mais c'est les conditions donc d'application donc de cette décision-là. Nous n'avons pas de maire, nous n'avons pas de député à l'Assemblée. Pire, Monsieur Anago, j'ai suivi comme vous votre président à la clôture de votre rencontre d'hier. Et ce que vous venez de dire montre à suffisance qu'on change les règles du jeu en cours du jeu. Lorsque vous dites que les candidats qui ont la caution des partis, c'est à ceux-là qu'on va donner les parrainages. Mais pourquoi alors le code électoral permet à tout candidat, même s'il n'est pas d'un parti, de se présenter comme candidat. Comme candidat. Pourquoi il y a une contradiction là? Pourquoi? Moi, je ne suis pas membre d'un parti, je suis un citoyen. Je veux participer justement à la vie politique dans mon pays, comme le prescrit l'article 26 du Pacte international sur les droits civils et politiques. Et je veux participer. Et vous me dites, vous m'obligez à aller prendre le parrainage auprès d'un parti. Vous demandez au parti de ne donner le parrainage qu'à ceux qui sont membres de... Il y a une contradiction là, première chose. Deuxième chose, dans ce que M. Anago a dit, il a essayé d'expliquer ce que le président a voulu dire quand il parlait de ce qu'on n'a pas besoin donc des résultats pour aller gens. Mais ce n'est pas vrai. S'il y a le bilan, là, si on doit faire le bilan du président, c'est par rapport à ça. Parce que il a réussi, comme il a dit, à mettre les maires à sa solde, à mettre les députés à sa solde, à mettre les partis politiques. C'est pas de bonne guerre, on est en politique. Oui, mais si c'est ça, effectivement, c'est ce programme-là qu'il a appliqué, et non le PAG. Ah non, c'est ça qu'il a appliqué. Et donc, par rapport à ça, je dis encore une fois que les routes... Mais quel président va arriver, il ne va pas faire les routes, il ne va pas donner l'eau, il ne va pas faire ceci, cela, là. Ça, c'est tout à fait normal, puisque ça fait partie des besoins des populations à satisfaire au quotidien. Mais la vérité, justement, dans la perspective, justement, d'un second mandat, comme il a demandé hier, il a éliminé de la scène politique tous ceux qui peuvent lui faire de l'ombre. Donc, les compétiteurs dont il a parlé... Non, les candidatures n'ont pas... Les gens n'annoncent pas encore le candidat. Il est le seul à dire clairement... Monsieur Sani, je dis encore une fois, on change les règles du jeu en cours du jeu et cela n'est pas possible. On n'est pas contre le parrainage, mais c'est les conditions justement d'obtention du parrainage qui posent problème aujourd'hui et qui nous fait penser que nous acheminons encore vers une élection non inclue. Voilà, si vous demandez le dialogue aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez réclamer concrètement? Comment? Le dialogue, tout ce que nous avons dit là. Tout ça, il faut revoir tout ça. Les lois liberticides là, par rapport aux réunions, regardez les difficultés que nous avons eues, nous les démocrates, pour obtenir le récépissé. Et pas plus tard qu'hier, nous voulions tenir un meeting d'installation de nos structures à Ouida. C'est la police qui a envahi les lieux, la rencontre. Est-ce que c'est normal? Et on vous a dit les raisons? Écoutez, est-ce que c'est normal? On veut se réunir pour installer nos structures.
c'est la police qui investit les lieux. Et vous trouvez ça normal? Non, pas du tout. Donc, à partir de là, donc, il faut ne revoir demandez tout ça. pas vraiment que nous cautionnons ce système-là. Et le projet on ne se lève pas pour porter un projet de société en l'air. Un projet de société, ça fait partie donc de la politique envisagée par un candidat donné et un groupe de candidats qui le soutiennent par rapport justement au vécu des populations et la connaissance que ce candidat-là a et les idées novatrices qu'il veut porter pour marquer la différence entre ce qui se faisait et ce que lui compte faire. C'est ça le projet. Et croyez-moi, ça là, nous sommes prêts. Une fois que nous aurons désigné notre candidat et tout, les choses vont aller très vite parce que lorsque vous regardez le calendrier électoral, ça va s'enchaîner rapidement. Donc, que nos amis se tiennent tranquilles par rapport au projet de société. Aucun candidat ne se présentera aux élections sans faire une offre de ce qu'il compte faire pour changer justement la situation du Bénin par rapport aux souffrances que le peuple endure depuis 2016. Donc c'est ça que je voulais dire. Monsieur Anago Kouta, c'est vrai, ils n'ont pas dit, mais si aujourd'hui on ne tient pas ce dialogue-là, est-ce qu'il n'y a pas risque de boycott de la présidentielle? Non, le risque de boycott, ce ne serait pas un événement, c'est du déjà vu de leur part. C'est du déjà vu de leur part. Parce que justement, vous allez voir, ils sont en train déjà d'annoncer les couleurs, comme d'habitude, comme à chaque veille d'élection. Comment ils n'ont pas dit hein? Moi, je vous dis qu'ils annoncent les couleurs. Parce que quand ça commence, leur discours commence comme ça, on sait où ça finit. Voyez-vous, je suis quand même en face des politiciens, et pas des moines, des anciens. Dans la constitution béninoise, il a été dit que les partis politiques animent la vie politique. Il a été dit également dans l'essence même d'un parti politique qu'il est appelé à conquérir et exercer le pouvoir. Mais j'entends le ministre dire que des personnes, c'est-à-dire si des individus, c'est la Constitution, ce n'est pas le Code électoral. Le Code électoral n'a été qu'une déclinaison de la Constitution qui a donné libre choix à tout citoyen. Mais c'est cette même Constitution qui a refusé la discrimination était là lorsqu'on a fixé les 40 ans et les 70 ans. Il faut forcément des critères de sélection sur la base d'un certain nombre de vécus. Et donc, lorsqu'on dit, dans le souci de ce que le parti politique contrôle son action principale qui est d'animer la vie politique, qui est de conquérir le pouvoir, qui plus est, c'est lui le législateur, parce que justement, quand vous n'êtes pas dans un parti politique, vous ne pouvez pas être à l'Assemblée. Et donc, ce plein pouvoir qui a été donné aux partis politiques pour réglementer, je ne sais pas pourquoi vous voulez que nous continuions à avoir des individus venus de nulle part, qui n'ont aucun engagement avec vous et moi, qui sommes en train tous les jours, comme vous le dites, de construire. Parce que justement, le programme de société, ce n'est pas un individu qui le construit normalement. C'est un parti politique qui construit son programme de société, qui l'améliore selon les vécus sur le temps, sur la durabilité. La seule chose qui reste, qui dure, ce n'est pas l'individu qui saute d'un an. Vous avez vu depuis un bon moment, on a vu, ça saute d'un peu partout. Quand on est à l'extérieur, on descend. On veut être candidat au présidentiel au Bénin sans avoir aucun accord, sans avoir eu l'occasion de changer avec vous et moi au sein de Creuset. On ne peut pas continuer avec ça. Le ministre a raison s'il dit qu'on est en train d'écarter. Non, on ne les écarte pas. On les écarte pas justement. Mais on veut s'assurer que. Puisque la loi ne l'a pas dit. Non, on ne les écarte pas parce qu'on ne les empêche pas d'être candidats. Mais il va falloir. Non, on ne les empêche pas. Non, c'est vous qui détenez ce sésame. Mais justement, les sésames. Je vais vous expliquer. Je vais vous donner un peu la parallèle. Vous êtes dans une entreprise. C'est un exemple que je vous donne. Vous êtes dans une entreprise et dans cette entreprise, vous avez un individu venu d'ailleurs qui veut prendre la présidence. Ce que le conseil d'administration a déjà tracé comme route pour l'entreprise, comme la politique générale, il n'y connaît rien. Il vient de nulle part. Et vous allez le bombarder. Comment vous appelez ça, chef de votre entreprise, vous ne pouvez pas le faire parce que vous avez une culture d'entreprise. Il faut que la culture de ce que le Bénin veut tracer comme ligne désormais. C'est dans ce pays, je crois que le professeur Bigot a participé à l'élaboration, ou du moins il devrait en être témoin, des perspectives Bénin à l'AFIA 2025, si je ne me trompe pas. Mais c'était depuis 2000, c'était sur 25 ans. Voulez-vous que quelqu'un qui n'a pas participé à sa construction, qui ne sait pas approprier ça au sein d'un parti politique, débarque de nulle part pour conduire le Bénin? Mais pour conduire le Bénin où? La compétition est ouverte.
Et je vais vous dire, tout à l'heure, mon ami a dit, vous avez semblé refuser. Le président Patrice Talon était de quel parti? S'il vous plaît, Oui, s'il vous plaît. vous aurez Même si le président Patrice Talon n'était pas d'un parti, vous savez très bien, monsieur le ministre, vous savez très bien qu'il a toujours été avec vous tous acteurs politiques, qu'il connaît votre conception, qu'il connaît tout ce que vous avez comme plan. Ce qui est amené comme réforme aujourd'hui n'a pas été son invention. Le professeur Biobigou l'a dit tout à l'heure. Les réformes, il n'est venu que s'approprier parce qu'il était déjà avec vous depuis longtemps dans les coulisses. Mais bien sûr, vous le savez. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? La compétition est ouverte. Tout à l'heure, il a dit, vous avez semblé rejeter ça. Mais c'est vrai. Dans l'opposition, vous n'êtes pas unis et vous n'avez pas de la stratégie. Je vous dis pourquoi. Je serai moi dans cette opposition. Non, je serai dans cette opposition qui, la dernière fois, lorsque quelqu'un a le sésame, tout de suite, vous faites vite de dire que c'est parce qu'il a des compromissions avec le pouvoir. Si j'étais à votre place, j'allais amener les FCBE, j'allais les soutenir aux élections passées, même s'ils sont proches du pouvoir. Ils ne le seront pas autant que nous, peut-être. Même si je les soupçonnais d'être proches du pouvoir, ils ne le seront jamais autant que nous autres. Et donc, j'allais les amener, j'allais les aider. Puisque vous étiez en train de dire que vous avez l'électorat, j'allais les aider avec cet électorat-là à avoir au moins 60 maires. Puisque c'est ce qui était dit. Il était dit que nous, de la mouvance, qu'on ne pouvait pas aller à une compétition et qu'on allait être battus. Mais je suis à votre place, qu'à défaut d'avoir ce que je veux, qui est plus sûr là, d'avoir au moins ça là, qui est au moins douteux, j'allais tout faire pour donner au moins une 50aine de maires. Voilà. Et savoir que je n'ai pas donné donc des maires à des gens qui sont trop proches du pouvoir. Mais cette opposition-là, toutes les fois où quelqu'un a sa stratégie pour accepter de participer à la compétition, se désolidariser de lui immédiatement, on dit non, c'est parce qu'il est en compromission avec le pouvoir. Mais on veut quoi finalement? Voilà. Jusque-là, jusqu'à l'heure où nous parlons, si j'étais aussi à votre place, j'allais d'abord désigner mon candidat, puisque vous êtes tous de partis politiques. Et demander à ceux... place, ils ont leur stratégie. Non, c'est ce que je dis. Non, et amener le candidat à aller à la négociation d'un parrainage, ne pas l'obtenir avant de demander un dialogue, parce que là, je serais que nous sommes dans l'impasse. Voilà. Mais vous n'avez même pas essayé. Les possibilités que nous avons, vous ne les avez même pas encore essayées. Et c'est beaucoup plus les stratégies d'hier à Ouida, c'est dans ça que vous êtes. Okay. Qui semble un peu juste à de la provocation. Dites en même temps votre conclusion, votre mot de la fin. Malheureusement, c'est terminé. Votre mot de la fin, en même temps, commence par vous. Mon mot de la fin consistera à demander à l'opposition béninoise de s'organiser, de chercher beaucoup plus à compétir, de nous montrer leur volonté de compétir, de faire chemin dans ce qui a été déjà démocratiquement établi comme règlement, comme règle de la République, avant de voir les obstacles. Et en ce moment-là, on saura que lorsque l'impasse est installée, ils ont raison de demander un dialogue ou quoi que ce soit. Mais prévaloir d'un dialogue à tout moment pour refuser de participer à la compétition parce qu'on sait déjà que le match est plié, qu'on sera battu, ne serait pas quelque chose de bien. Pour finir, je voudrais leur dire que jusque-là, nous avons fait de la démocratie. Nous sommes d'accord pour continuer à défendre, nous tous. Okay. Parce que sans ça, on ne serait pas là. Okay. Les libertés aussi, oui. Mais la bonne gouvernance, nous qui sommes de cette génération, qui avons vu tout le temps cette démocratie continuer à nous laisser dans le chômage, à laisser nos populations sans les minima vitaux, oui. Nous souhaitons que vous puissiez nous accompagner désormais sur le cap de la bonne gouvernance. Merci. Pour qu'on ne recule plus. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Oui, vous voulez? Oui. Allez-y. Alors, moi, je voudrais déjà, parce qu'il y a une question qu'on n'a pas abordée, la Constitution. Malheureusement, on aura d'autres occasions. Oui, mais je pars de là pour dire mon mot de fin. Oui, donc, les constitutions ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil. Les constitutions sont appelées à résister à l'usure du temps. Donc, il y a eu beaucoup de changements. Et avec le pouvoir constituant dérivé, nous pouvons réviser la Constitution pour pouvoir nous adapter aux exigences actuelles. Donc, je voudrais déjà que nous considérions que le passé est passé. Ouais. Que même l'heure qui sonne a sonné et qu'il ne reste que les demain et les après-demain. Et c'est pour cela que nous travaillons dans le pays sous le leadership du président Patrice Talon et allons dans cette perspective. Si vous permettez, on va continuer parce qu'il y a le service des programmes qui nous a autorisé, qui nous a donné encore 10 à 15 minutes là. Donc, on va continuer. Vous étiez en train de... Oui, allez-y. Voilà. Donc, je parlais de la Constitution.
Donc la Constitution, les constitutions ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil. Nos lois sont faites pour être dynamiques. Nos lois sont faites pour qu'on s'adapte à notre temps. Nous avons remarqué qu'avec le président Patrice Talon, tout le monde s'intéresse aujourd'hui au droit. Parce que les solutions politiques résident dans des considérations juridiques. Et tout le monde s'intéresse au droit, tout le monde s'intéresse à des problématiques juridiques. Et cela montre que notre démocratie est vivifiée et que nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Alors, la Constitution, c'est comme une maison qu'on réaménage pour que cette maison ne s'effondre pas. On répare les fenêtres, on répare la porte et tout. Et c'est ce réaménagement qu'on est en train d'opérer. Et c'est prévu, la révision est prévue, et c'est cela que j'appelais le pouvoir constituant dérivé, qui nous permet de pouvoir réviser la Constitution. Et la Cour constitutionnelle a parlé de son incompétence par rapport aux requêtes qui ont été faites. Sur le parrainage, Et le mandat de chef de l'État. C'est parce que la Cour constitutionnelle veut véritablement que le pouvoir constituant puisse être celui qui légifère. Donc la Cour constitutionnelle est dans un rôle de régulation. Et dans ce rôle de régulation, elle ne peut pas se substituer au rôle qui est dévolu au pouvoir constituant, au peuple souverain, à l'Assemblée souveraine. Alors, il faudrait qu'on fasse vraiment cet éclairage conceptuel pour que les opposants puissent aborder les questions avec la lucidité requise. Voilà. Monsieur le ministre? Moi, je dis encore une fois que nos amis se croient éternels, là. Bah non, pas du tout. Non. C'est le sentiment. C'est un sentiment qu'il a eu. C'est pas ce qu'ils ont dit en tout cas. Ils n'ont pas dit, mais c'est la République que nous voulons éternelle. Oui, c'est comme ça que nous voyons les choses aussi. Je voudrais dire encore une fois que les camarades disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas, dont ils ne sont pas au courant, par rapport à l'opposition. Votre union et voilà, tout. union, ça là. Et qu'ils laissent tomber ça. Et qu'ils sachent que la Constitution, là, nous, on n'a pas dit que la Constitution doit être statique. Elle est dynamique, justement. Je suis d'accord avec M. Ayoro. Elle doit s'adapter, justement, à l'évolution du temps. Mais la manière, regardez, c'est dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, alors que la Constitution du 11 décembre est adoptée le 2 décembre 1990 par tout le peuple. Attendez là. Et le constituant dérivé là, c'est qui? Des gens dont on connaît justement la tendance politique, c'est uniquement... C'est ça. On aurait soumis cette constitution-là au référendum, approuvé ou pas approuvé, on n'en serait pas là à dire ce que nous sommes en train de dire. Mais il y a plusieurs voies prévues par la loi. S'il vous plaît. La loi a prévu plusieurs voies. Oui, mais attendez, notamment, vous avez vu comment c'est fait. Soyez... Mais est-ce que c'est ça le problème? fait partie de la pratique parlementaire. Je voudrais, moi, une autre de nos revendications, c'est justement le respect par le président Patrice Talon du serment qu'il a prêté et qui a fixé son mandat du 6 avril 2016 au 5 avril 2021 à minuit. Si à l'issue des élections, il est réélu, il peut continuer. Mais il n'a pas le droit de s'octroyer 45 jours, c'est quand quelque chose joue là. Il ne sait pas octroyer des nouvelles. Il ne sait pas octroyer des jours. S'il vous plaît. Donc, il faut qu'il respecte ce serment-là. C'est la Constitution. Non. Et on vous a dit tout à l'heure dans quelles conditions cette Constitution-là a été approuvée. Je terminerai en disant, oui. Je citerai Socrate qui dit, n'oublie jamais que tout est éphémère. Alors, tu ne seras jamais heureux dans le bonheur, ni trop triste dans le chagrin. Et Jean-Jacques Rousseau complète en disant, nul n'est jamais assez fort pour être toujours le plus fort s'il ne transforme sa force en loi et l'obéissance en devoir. Mais qui va accepter que la force soit transformée en loi et lui va se taire? Et l'obéissance, lui, va toujours obéir. Donc, faisons attention parce que nous avons besoin de la paix dans ce pays-là. Et par rapport à ça, il faut que
le système qui est en place soit à l'écoute de son peuple. Le peuple veut une élection inclusive, transparente, ce qui suppose qu'un certain nombre de dispositions soient prises pour qu'on aille vers ce souhait-là. Je vous remercie. Oui, professeur. Je vous remercie. Aucun Béninois n'a intérêt à ce qu'il y ait crise dans notre pays. Et pour qu'il n'en soit pas ainsi, il faut le respect. Je dis bien le respect des textes. Mais un engagement, lorsqu'on prend un engagement, il faut le respecter. Si vous pouvez le respecter, vous pouvez le prendre. C'est en cela que nous disons que par rapport à la révision de la Constitution, c'est un très vieux dossier. Je sais de quoi je parle. C'est un très vieux dossier. Et pourquoi ça n'a pas abouti? C'est parce qu'un certain nombre de conditions par rapport à l'évolution de notre société n'ont pas été respectées. Donc faisons beaucoup attention. Et pour que nous évitions des crises inutiles qui n'arrangera personne, c'est l'écoute, c'est le dialogue. J'ai dit l'écoute et le dialogue et le respect des principes. Mais lorsque, par exemple, au niveau de la Constitution, il y a la charte africaine des droits de l'homme, des peuples, nous avons souscrit, nous avons signé par rapport à un certain nombre de textes que nous avons en bonne et due forme. Et nous disons, il y a telle chose qu'on ne peut pas faire avant tel délai. Et on le fait. Autre élément, je dis bien autre élément, par rapport à nous, à nos textes qui nous régissent. Est-ce que nous avons intérêt à ce qu'on aille pour des élections ensemble, là, sans le respect des textes, pour qu'on crée des crises inutiles? Nous ne voulons pas ça au Bénin, justement. C'est pour cela qu'il vaut mieux prévenir que chercher à guérir. Nous ne voulons pas guérir, nous voulons prévenir. Et c'est par rapport à ça que, en tant que chef d'État, lui qui est le président de la République, il a juré, il a prêté serment sur quelque chose de clair et net. Et non, je vous le dis. Oui, il vaut mieux qu'on est au Bénin là, que nous respections, j'ai dit bien, respections les principes. Et ce que nous, tout simplement, une fois que le système partisan, il y a un certain nombre de partis politiques qui sont régulièrement enregistrés, que le jeu politique, que les élections soient ouvertes. Et au résultat, on est en démocratie, au résultat, on verra bien. Merci pour vous intéresser de ce que je parle au niveau du front, mais ce n'est pas ici que vous allez nous amener à sortir nos stratégies. Je vous remercie. Léon Bani, Diop Bigou. Vous m'avez donc privé du bonus, moi. Malheureusement, c'est fini. On aura d'autres occasions de toute manière, je crois que c'est une erreur de dire que le chef de l'État a un bonus. C'est le législateur qui prévoit, qui conduit la transition. C'est le législateur qui prévoit, qui conduit la transition. C'est très important. Merci à vous, Léon Bani Diop Bigou, membre du parti Dynamique Unitaire pour le Développement, un parti du Front pour la Restauration, en tout cas membre du Front pour la Restauration de la démocratie. Vous êtes aujourd'hui avec le ministre Saliou Akadéri, membre du Parti Les Démocrates, également membre de ce front-là. Aujourd'hui, vous avez en face de vous Juste Agnoro, membre du parti Mouel Bénin, un parti qui soutient les actions du chef de l'État. Qui a suscité premièrement la candidature du président. Hier, on vous a vu sortir et féliciter le chef de l'État pour l'annonce de sa candidature. Vous avez joué dans le même camp, voilà, avec Serge Dimitri Anago Kouta, membre fondateur du parti Union progressiste, un parti de la majorité présidentielle. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et de nous renouveler votre confiance tous les week-ends pour cette émission qui traite des sujets d'actualité, bien entendu, qui vont dans l'intérêt de la République. Merci à toutes et à tous et bon dimanche.